Il y a quelqu'un du Burkina Faso aussi qui vient de se connecter. Tiens. Oui, c'est ça qui est sympa, c'est le côté très international. On est présent sur 4 continents. Bon, on arrive sur la cinquantaine de participants et je sais que certains utilisent ces webinaires dans des salles de conférences avec leurs équipes, ce qui est sympa. Oui, c'est ça. Donc évidemment, on doit être entre 50 et 100 déjà, mais il y avait 170 inscrits. Voilà. Bon, comme on a dépassé les 3 minutes, je vous propose sans plus tarder de commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans justement ces webinaires internationaux qu'on appelle rendez-vous internumériques. Donc la proposition, vous la connaissez, c'est vraiment de partager les meilleures pratiques internationales en termes de management du numérique. On est sur les 4 continents, la formule est toujours la même, 30 minutes et on va s'y tenir, d'intervention d'un conférencier évidemment trié sur le volet, et 10 à 15 minutes de questions-réponses avec l'expert. Ensuite, ce dont vous bénéficierez, c'est un replay, puisque ça nous est largement demandé, ceux qui ne peuvent pas participer. Donc vous aurez toute la vidéo qui est enregistrée. Vous aurez aussi un white paper. Alors là, il faut savoir qu'il sort dans les 24 heures. Vous avez un exemple avec une partie de la présentation, les questions-réponses, etc. Et vous aurez aussi mis à votre disposition un questionnaire de satisfaction qui nous permet toujours de nous améliorer. Alors, pour les prochaines sessions, on aura le 19 mai, donc Bernard Quignot qui interviendra sur l'usage des IAG et alors il l'a gentiment traduit, développe-t-il ou réduit-il les compétences humaines? Derrière, c'est l'impact de l'IAG sur l'intelligence humaine, d'une certaine manière. On aura Olivier qui interviendra, Gourmand, qui interviendra sur l'agilité, la robustesse et l'IA, avec tout le pilotage de l'incertitude, justement. On aura aussi les dirigeants face à l'IA, c'est-à-dire décider sans être expert, de Loïc Arniche, qui viendra de la zone Pacifique. Et pour la suite, on terminera ce premier semestre avec un grand expert aussi de la sécurité des systèmes d'information, qui va nous parler évidemment de comment sécuriser l'agentique, entre guillemets, mission impossible, point d'interrogation. Donc voilà pour les prochaines éditions. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'accueillir Claude Etty, qui a un profil à la fois international, mais qui représente aussi ce jour le continent africain. Claude est docteur en physique et très tôt a embrassé, on va dire, la fonction informatique. Il est diplômé de docteur de la prestigieuse université Sabatier de Toulouse. Il a été DSI aussi pendant plus d'une dizaine d'années. Je l'ai aussi rencontré dans sans doute le plus grand groupe d'agro-industrie d'Afrique de l'Ouest, qui embauche plus de 40 000 collaborateurs. Et c'est un consultant expert, il s'est spécialisé au-delà de l'informatique, notamment sur la data et sur les schémas directeurs. Donc c'est un des grands experts aujourd'hui du continent africain, sur les problématiques justement de data, mais aussi d'IA et de schémas directeurs. Donc Claude, sans plus tarder, à toi la parole. Ok, merci Christophe. Bonjour tout le monde. Et sans plus tarder, comme le dit Christophe, je vais vous partager la présentation. J'espère que vous voyez. C'est parfait, Claude. D'accord. Donc, les données et intelligence artificielle au cœur des nouveaux schémas directeurs des systèmes d'information. Parce qu'on sait tous que pour mettre en œuvre, disons, toute la politique des systèmes d'information, il faut un schéma directeur. Donc, l'agenda est assez dense, mais comme le temps imparti est court, je vais essayer de passer mon message rapidement. Donc, une introduction qui n'est pas de mine, l'évolution des matières premières à travers les âges. Vous allez savoir pourquoi souvent je prends cette introduction. Bon, Claude, nous sommes... excuse-moi, Oui? tu peux mettre en mode affichage, peut-être qu'on verra les Ah slides oui, mieux si tu te mets en mode d'accord. affichage. Je vais Et comme le contenu me semble très intéressant, je pense que les gens ont besoin de lire aussi. le livre aussi. Ouais.
Si tu mets juste en mode affichage, Je vais et si mettre tu en cliques, panorama. c'est ça, voilà, Bon, tu j'ai appuies là et cliqué. c'est parfait. C'est bon? C'est bon? Non, pas encore, pas C'est encore. bon? Voilà, c'est bon. Merci Claude. D'accord. Parfait. OK. Donc, nous sommes dans un âge actuellement, tout le monde est d'accord pour le dire, on est dans l'âge de l'information. Mais avant ça, on était dans l'âge, comment dirais-je, en termes de l'âge agricole, hein, la terre, première source de valeur de l'humanité. On est tous d'accord là-dessus. Source de nourriture, base du pouvoir économique et politique. Essaye de faire passer, ça, il y a un temps de latence là. Oui, on est toujours sur le slide 2. Voilà. Et après, on est passé à l'âge industriel. Il y a eu une révolution manufacturière, les transformations sociétales depuis le 18e, 19e siècle. Et la nation, la richesse des nations était beaucoup plus concentrée sur les minerais de fer, les matières premières, que l'énergie et ainsi de suite. Et depuis une dizaine d'années de cela, on est passé à l'âge de l'information. Et souvent, on dit data, mais lorsqu'on dit data, c'est vraiment l'information, puisque quand on atomise l'information, ça passe à la donnée. Et depuis maintenant 5 ans, on est dans l'âge de l'intelligence artificielle. Et cet âge-là est tel que, sans les données, on ne peut pas agir comme on le faisait il y a 10-20 ans. Et donc, la matière première change, la quête de valeur demeure. Et c'est le message que je voulais passer, que je veux passer actuellement. De la terre à l'industrie, et maintenant avec la data et l'intelligence artificielle, le but final, c'est de valoriser tout ce qui est fait. Et donc, si les données sont des nouvelles matières premières et l'intelligence artificielle, c'est l'usine qui permet de transformer en valeur. La question stratégique qu'on se pose, c'est de savoir qui organise cette usine, qui gouverne cette matière première, qui choisit les priorités, qui sécurise les usages et qui garantit que les investissements numériques produisent réellement de la performance. Et cette question, elle trouve sa réponse dans la mise en œuvre des schémas directeurs des systèmes d'information. Donc, la donnée et l'intelligence artificielle expliquent pourquoi le SDSI doit évoluer. Et en retour, le système d'information, le SDSI, explique comment la donnée et l'IA peuvent réellement créer de la valeur. On ne rentre pas dans l'utopie technologique, on utilise la technologie la plus performante actuelle pour pouvoir toujours créer de la valeur. Et donc, de l'âge agricole, l'âge industriel, l'âge des systèmes d'information, on est obligé maintenant de penser au nouveau rôle du schéma directeur des systèmes d'information. Le système d'information ne se limite plus à ce qu'on savait il y a depuis 10 ans, 15 ans, à l'urbanisation applicative et aux infrastructures. Il devient le cadre stratégique qui alimente les métiers, les données et l'intelligence artificielle, les processus, la compétence et la gouvernance. Donc, ce sont des mots qu'on connaît depuis 20 ou 30 ans, mais avec la data et l'intelligence artificielle, il y a vraiment un fort changement de paradigme dont il faut, comment dirais-je, utiliser dès maintenant pour ne pas être dépassé. Pourquoi le système d'information actuel traditionnel, le schéma directeur traditionnel ne suffit plus? Donc, à une époque, c'était l'ère informatique avec la techno, les outils, les moyens IT. C'était vraiment de la technologie, les serveurs, les réseaux, applications de base. Et nous, on l'a connu au début des années 90. On parlait beaucoup de techno. Les techniciens même étaient, entre guillemets, des dieux vivants. Et après, on a basculé vers l'ère du système d'information, où on se rendait compte que la technologie, elle était indispensable, elle évoluait, mais maintenant, elle devait être utilisée pour servir le système d'information
et améliorer la qualité des services. Et depuis une décennie, on est dans l'ère numérique, transformation digitale, et cette transformation digitale a fait naître des volumes de données extrêmement, de très gros volumes de données. Et avec l'intelligence artificielle, on s'est rendu compte que ces volumes de données étaient peu utilisés, alors que la nouvelle technologie permettait d'utiliser ces données avec la plus grande efficience, donc pour créer de la valeur. Et c'est pour ça que les schémas directeurs actuels, que nous connaissons tous depuis une vingtaine d'années, commencent à être dépassés et ils n'apportent plus de la valeur recherchée dans les usages. Donc, les nouveaux schémas directeurs des systèmes d'information doivent être centrés sur les usages, les données et de la valeur. Donc, on se pose dès le départ, lorsqu'on met en place ces schémas directeurs, les questions les plus critiques possibles. Quelles sont les données qui sont critiques dans l'entreprise? Qui en est responsable? Comment sont-elles sécurisées? Quel usage l'intelligence artificielle peut, avec l'intelligence artificielle, peut-on les industrialiser? Parce que on est dans l'usine de la connaissance, l'usine des données. Quels processus métiers peuvent être augmentés, améliorés? Quelles compétences faut-il développer? Voilà. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser, car le centre de gravité du schéma directeur des systèmes d'information se déplace des outils vers de la création de valeur métier. C'est important. On évite tout le temps l'utopie technologique. Et on peut développer ce thème-là, mais on n'a pas le temps. C'est le fameux thème du diamant de Leavitt à l'ère de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et ce diamant-là, disons, parlait de des personnes, de l'organisation, des processus et après de la technologie. Et il y a 20 ou 30 ans, la technologie prenait le dessus. Or, maintenant, à l'ère des données de l'intelligence artificielle, le schéma des têtes des systèmes d'information ne peut plus être centré uniquement sur la technologie. Il doit orchestrer l'organisation, les processus et les personnes. On dit souvent que l'intelligence artificielle va balayer tous ces métiers-là, mais on se rend compte au fur et à mesure, même si ça évolue très rapidement, que l'organisation, les processus et les personnes sont les socles du système d'information des entreprises. Donc, il y a un nouveau triptyque qui se met en place. Et ce nouveau triptyque, on peut poser une équation, c'est un système d'information robuste, des données qui sont gouvernées et une intelligence artificielle maîtrisée pour permettre une performance durable au niveau des entreprises. Il se pose maintenant la question de savoir comment transformer la donnée en actif stratégique. On a été formé et on se polarise souvent sur ce qu'on appelle le goodwill normal, c'est-à-dire les actifs matériels de l'entreprise. Or, on se rend compte que les actifs les plus importants actuellement, c'est les actifs qui sont constitués par l'information, la donnée. Et donc, quel que soit ce qu'on fait dans une entreprise, c'est ce cycle de vie de la donnée qu'on utilise. On la crée, on la valide, on la sort quelque part dans des serveurs, dans des data centers, dans le cloud. On sécurise la donnée, on l'utilise, on la traite, ainsi de suite. Et c'est ce cycle de vie de la donnée-là qui doit être optimisé de manière native lorsqu'on met en place un schéma directeur des systèmes d'information. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était classique et à la fin, on recommandait de mettre en place une gouvernance de la donnée et de mettre en place des processus pour l'intelligence artificielle. Or, actuellement, les paradigmes changent. La donnée devient un patrimoine à gouverner, pas seulement un socle à exploiter. Et de manière native, il faut gouverner ces données. Lorsque on réfléchit, on met en place un schéma directeur des systèmes d'information. Donc, mettre en place et opérationnaliser un cadre de gouvernance de la donnée, c'est très important. Dès le départ, identifier les données critiques, définir les propriétaires des données, mettre en place un dictionnaire des données et un glossaire des données, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est tous les processus de mise en œuvre d'un cadre opérationnel de gouvernance de la donnée qu'il faut mettre en place lorsque on conçoit un schéma directeur des systèmes d'information.
Et les piliers de la gouvernance de la donnée, il y a bien sûr la gouvernance, la qualité de la donnée, la sécurité et l'éthique. Parce que l'intelligence artificielle, en fin de compte, ce sont des données de qualité sur lesquelles on applique des algorithmes de très, très, très haut niveau. Et bien sûr, il faut toujours sécuriser et respecter l'éthique pour éviter les biais, pour faire en sorte que l'être humain soit toujours au contrôle de ce qui est fait, de ce qui est dit. Donc, plus la donnée devient stratégique, plus sa gouvernance et sa maîtrise deviennent indispensables. Ça, c'est fondamental. Et bien sûr, lorsqu'on gouverne cette donnée, on clarifie tout ce qui permet à une entreprise d'être performante en termes de responsabilité, les propriétaires des données, les data stewards, la DSI, les métiers, la qualité, la traçabilité, tous ces concepts doivent être bien clarifiés lorsqu'on met en place un schéma directeur des systèmes d'information. Et l'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est le moteur intégré des processus métiers. Parce que lorsqu'on fait les schémas directeurs actuellement, on s'intéresse toujours aux processus métiers. Mais on ne les touche pas. En fin de compte, on recommande de faire certaines choses. Or, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité maintenant de changer, d'optimiser les processus métiers. Et il y a une trentaine d'années de cela, Bill Gates disait, la première règle de n'importe quelle technologie est que l'automatisation appliquée à une opération efficace amplifiera l'efficacité. La seconde règle est que cette automatisation appliquée à une opération inefficace amplifiera l'inefficacité. Donc, vous voyez que les processus sont toujours au cœur du système d'information. Donc, il faut les gouverner, il faut les optimiser. Et je pense qu'actuellement, on a une chance inouïe de pouvoir toucher aux processus, les optimiser afin d'avoir de la valeur de manière native lorsqu'on met en place un schéma directeur des systèmes d'information. Et donc, on recommande de mettre en place tout de suite les cas d'usage, 3 ou 4 cas d'usage qu'on peut mettre en place pour pouvoir montrer la valeur qu'apporte l'intelligence artificielle et donc la donnée dans l'optimisation des processus de l'entreprise. Donc, les conditions de réussite de cette méthodologie, c'est d'avoir des données fiables, des cas d'usage priorisés, des processus clairs, avoir les compétences disponibles, avoir un cadre de sécurité et de conformité, et là, c'est la règle, hein, il y a l'éthique, et la supervision de tout ceci. Donc, l'IA n'améliore pas un désordre informationnel, elle le révèle et peut l'amplifier. Et donc, pour éviter cela, il vaut mieux de manière native, comme je le répète souvent, attaquer les processus métiers et voir comment ils peuvent être optimisés. Donc, on a les exemples des cas d'usage, prévision de la demande, analyse automatique des documents, détection d'anomalies, scoring des risques, ainsi de suite, aide à la décision stratégique. Cybersécurité, conformité et éthique algorithmique. La cybersécurité a pris sa place actuellement et avant même avec Internet et autres, et c'est des cas qu'il faut régler de manière native aussi. Parce que les données sont de plus en plus attaquées, les systèmes sont attaqués et il faut pouvoir mettre en place dès le départ des processus qui vont permettre de sécuriser tout ce qui est fait dans l'entreprise, donc de sécuriser en fin de compte le goodwill immatériel de l'entreprise, c'est-à-dire l'information, la connaissance et le savoir-faire. Donc, c'est au centre de ce schéma-là, la donnée et l'IA sont critiques et elles doivent être, comment dirais-je, surveillées par tout ce qui concerne la cybersécurité. Donc, la classification des données, la gestion des accès, l'approche Zero Trust, on ne fait confiance en personne, donc il faut surveiller la protection de l'environnement, data et intelligence artificielle, la supervision, la détection et la security by design par default. Bien sûr, on respecte toujours la conformité et l'éthique algorithmique. Donc, c'est ce triptyque-là qui, à mon sens, va permettre de contrôler l'usage de la donnée et donc de l'intelligence artificielle. Et ce qui va permettre de la confiance numérique, la maîtrise des risques, l'auditabilité, la traçabilité de tout ce qui est fait dans l'entreprise et avoir un usage responsable de l'intelligence artificielle.
Bon, l'architecture cible du nouveau SDSI, là, je vais présenter le schéma, mais je vais passer rapidement parce qu'on rentre maintenant dans de la complexité. C'est tous ceux qui font de la techno, les architectes des systèmes d'information. On change de modèle. Le fameux modèle en couche qu'on a toujours connu, il est déplacé par un modèle toujours en couche, mais avec en priorité l'usage métier et le pilotage, les applications métiers qui doivent être mises en œuvre, les socles de données, le socle de données, c'est le ferment de tout ce qui va être mis en place en termes de master data management, de data warehouse ou de data lake, des métadonnées, la qualité de la donnée et la gouvernance de la donnée. Ce socle-là, maintenant, il doit être pris de manière native. Bien sûr, l'intelligence artificielle avec les algorithmes et l'analytique permettra de renforcer et d'optimiser ce socle de données. Et bien sûr, les données doivent se parler, l'intégration, l'interopérabilité, tous ces concepts-là doivent être pris en compte de manière native, ça permettra un alignement métier du système d'information va s'aligner à la stratégie de l'entreprise, une circulation et sécurisation de la donnée, des décisions qui seront précises et augmentées. On rentre maintenant dans l'analyse descriptive et prescriptive et bien sûr toujours la maîtrise des risques. Donc, de nos jours, l'architecte des systèmes d'information a encore du boulot, c'est tant mieux, mais il doit intégrer cette architecture-là telle que nous la proposons ici. Il reste 10 minutes, Claude. Hein. Oui, comment? Il reste 10 minutes, parfait. Oui, 10 minutes, si, je suis dans les temps. Donc, de la vision à la feuille de route opérationnelle, c'est bien de tout le dire, mais comment mettre en place une feuille de route opérationnelle pour être conforme à ce qui est prescrit. Donc, vision stratégique, elle est toujours la même. Aligner le métier stratégie des systèmes d'information. Et maintenant, il y a le côté ambition data et IA. Donc, en termes de vision, la direction générale, les conseils d'administration doivent avoir les ambitions data et IA dès le départ. Diagnostic de la maturité, il faut faire dès le départ un diagnostic de la maturité data de l'entreprise. Quelles sont les cibles à prioriser? Et bien sûr, à la fin, des portefeuilles de projet et la feuille de route opérationnelle. Donc, ça permet, cette vision-là, de prioriser, d'avoir les ressources matérielles et financières pour pouvoir les mettre en œuvre, les piloter et faire en sorte que la transformation qu'on attend du schéma directeur des systèmes d'information puisse être maîtrisée. Et donc, c'est classique, hein? C'est-à-dire en termes de feuille de route, on a les courts termes, stabiliser les fondations, cartographier, gouverner la qualité et la sécurité. À moyen terme, industrialiser les usages, data, business intelligence et premier cas d'usage de l'IA. Et à long terme, passer à l'échelle avec des plateformes intégrées. On est dans l'économie des plateformes depuis une dizaine d'années de cela, donc il faut, comment on appelle ça, améliorer cela, les processus améliorés, augmentés et une culture data mature. Les compétences et la culture data, ça c'est fondamental. Souvent, on a peur de l'intelligence artificielle, mais on s'est rendu compte, c'est un processus schumpeterien. Hein? L'être humain a toujours peur des nouvelles choses. On dit l'habitude est une seconde nature. Et je pense que l'idée, c'est de faire en sorte que l'être humain se sublime sa culture rapidement et il verra que l'intelligence artificielle est un très bon conseiller. Donc, avoir les compétences métiers, les compétences data, les compétences en IA, les compétences sécurité et conformité, les compétences en transformation. Et ça, je pense que ce n'est pas seulement un domaine des techniciens et autres là. Toute personne dans l'entreprise doit s'acculturer à ce niveau. Et donc, le nouveau rôle du schéma directeur des systèmes d'information, voilà, c'est un pont entre la stratégie métier, le système d'information, les données, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences. Donc, avant, on avait la techno, les outils, les applications, les infrastructures, le coût IT, et maintenant, on a la donnée qui est gouvernée, l'intelligence artificielle qui est utile. C'est la règle des 3 U. Ce qui est utile doit être utilisable et utilisé. Et avec l'intelligence artificielle, ça permet de le faire. Les processus sont améliorés, la cybersécurité est intégrée
et tout ce qui est compétences développées, et on valorise vraiment le métier de l'entreprise. J'ai presque terminé, Christophe. Donc, pour conclure ce bref aperçu, je peux dire que le vrai sujet n'est pas seulement d'adopter l'intelligence artificielle, le vrai sujet est de préparer l'organisation, ses données, ses processus et son système d'information à créer durablement de la valeur avec elle. Donc, ce schéma-là, le système d'information doit évoluer. La donnée est un actif stratégique, on est d'accord là-dessus, mais il faut l'opérationnaliser, il faut montrer que c'est un vrai actif stratégique, comme les usines, les bâtiments, ainsi de suite. L'IA doit rester au service des métiers. La transformation est aussi organisationnelle. Processus, compétences et gouvernance doivent être décisifs. Et la réussite passe par cette feuille de route. Donc, le vrai sujet n'est pas seulement d'adopter l'intelligence artificielle. C'est un buzzword actuellement. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle en disant tout et n'importe comment. Mais de préparer l'organisation, ses données, son système d'information à créer durablement de la valeur avec elle. Et on répète souvent, la seule constante, c'est le changement. Et depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours eu des problèmes pour adopter des nouvelles technologies. Donc, vous voyez, nos ancêtres, ils ont dû avoir des problèmes pour mettre en place la roue. Il y avait eu des résistances au changement, mais actuellement, on se rend compte que la roue sert beaucoup à l'usage de l'être humain. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je suis dans le temps, Christophe. C'est ce que je voulais dire rapidement. On aura le temps d'approfondir cela avec les questions. Non, tu as été absolument parfait, déjà très intéressant, et je te remercie vraiment sur ta contribution. Je sais que tu viens de la data et tu as su effectivement mettre en perspective avec l'encadrement grâce à la stratégie, donc c'est super. En tout cas, j'ai adoré ton intervention. Je Merci, rappelle Christophe. les taux d'échec, tu les connais. McKinsey, il y a un peu plus d'un an, disait 90% de taux d'échec sur ces POC IAG. Le MIT, il y a un peu plus d'un mois et demi, a confirmé que c'était l'ordre de grandeur, mais plutôt 95%. Et en fait, pourquoi? Tu l'as très bien dit, hein, on est dans une utopie, voire plutôt un fantasme technologique. Et malheureusement, on n'en a pas fait un projet d'entreprise, et tu as su merveilleusement le mettre en avant et l'encadrer avec toutes les disciplines managériales qui sont à notre disposition, dont évidemment la plus importante, c'est la stratégie. Un grand merci à toi déjà. Alors, merci, Christophe. on a le temps maintenant pour des questions-réponses. Donc, si certains veulent la poser oralement, ils peuvent, ou sinon l'écrire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas. Ça a été tellement clair, les planches parlent tellement d'elles-mêmes. Des questions? Je suis persuadé que ça a inspiré beaucoup de monde. Ah. Pas de questions particulières? J'espère que je ne les ai pas hypnotisés. Je pense pas, mais... Alors, est-ce que, Claude, peut-être je vais commencer, est-ce que tu as déjà eu l'occasion, je sais qu'on a travaillé ensemble aussi sur des stratégies bancaires africaines, etc. Donc évidemment, je connais la réponse, mais est-ce que tu as déjà pu, même si c'est récent, hein, l'IAG, etc., est-ce que tu as déjà pu mettre tout ou partie de ce que tu nous montres là en avant? Et si oui, quels ont été les résultats, entre guillemets? Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à une démarche classique de schéma directeur des systèmes d'information? Oui, je peux dire que depuis 4 ans, le plus difficile, c'est l'acculturation. Et je me rends compte que depuis 4 ou 5 ans, cette acculturation est en marche. C'est les responsables maintenant sont convaincus que rien ne peut se faire sans une réflexion approfondie sur la donnée. Et en plus, l'intelligence artificielle est venue rapidement parce qu'il y a 4 ou 5 ans, on parlait des processus RPA, Robotic Process Automation. Le temps de mettre en place ces nouveaux concepts-là, l'intelligence artificielle a tout balayé. Et les responsables se rendent compte qu'effectivement, dans la manière de réfléchir, de mettre en œuvre leur processus, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, je pense que c'est déjà une victoire. Et j'ai quelques clients qui l'ont compris. Et maintenant, il faut rentrer
dans les cas d'usage. Et ces cas d'usage ne peuvent se mettre en place que lorsque on met en place un nouveau schéma directeur des systèmes d'information. Et actuellement, les nouveaux schémas directeurs des systèmes d'information des entreprises que je connais, ils incluent déjà en natif la demande de la mise en œuvre de la data et de l'intelligence artificielle. Ceux qui sont en cours, qui ont déjà été mis en place, on demande des missions de revue du schéma directeur. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut insister parce que avec l'IA et la data, ça va toucher à l'organisation, ça va toucher au pouvoir des directions générales, ça va toucher au processus, mais on prend nos bâtons de pèlerin et on avance. Et je pense que depuis 3 ans, l'évolution est positive. Très bien. Alors, ça, c'est effectivement une très, très bonne chose. Donc, j'attends toujours les questions, hein, n'hésitez pas. Donc, ça signifie aussi que si le schéma directeur est pas là, en amont, tu fais des interventions aussi pour acculturer les COMEX, les CODIR, pour expliquer un peu quels sont les enjeux, parce que finalement, on n'est plus dans un enjeu purement IT ou SI, c'est un enjeu d'entreprise. C'est bien ça? Ah oui, c'est fondamental, c'est l'acculturation. Et toi, tu le fais très bien au niveau mondial. Il faut acculturer, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça touche maintenant la personne. Avant, c'était la techno, on investissait dans la techno et autres, et ça, il n'y avait pas trop de problème. Il fallait convaincre la direction générale. Mais maintenant, on touche à l'humain. On touche à l'humain. Et c'est de dire aux gens, moi souvent je dis que moi je prends l'intelligence artificielle comme la calculatrice. Il y a 30 ans, 40 ans, ça n'existait pas, il y avait les règles à calcul. Et quand la calculatrice est venue, on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus perdre du temps à faire des opérations compliquées. C'est cette acculturation-là qu'il faut mettre en place et convaincre les commerces d'y aller, quoi. Et leur pouvoir ne va pas être balayé. D'accord. Très bien. Bon, ben ça, c'est une bonne chose. Déjà, d'acculturer la direction sur ces transformations, et je pense que tu l'as très bien expliqué, et Oh, il y a une avec les question là. planches que tu as. Alors justement, je l'ai vu, donc je vais te la poser. Donc Jacques Gaumont nous dit, vous parlez d'éthique algorithmique, étant donné la pénétration rapide dans le marché des plateformes et des réseaux d'agents IA venant des big tech, hein, notamment, comment une entreprise pourra-t-elle véritablement comprendre, maîtriser et créer de la valeur distinctive avec ses propres processus métiers, sans devenir, et quelle belle question, esclave des big tech? Merci Jacques, Ah, excellente ça, question. c'est une grosse question, hein. Non, de toute manière, je l'ai dit dans mon exposé rapidement, l'être humain doit se sublimer. C'est-à-dire, il y a tout un processus de contrôle qu'il faudra mettre en place. C'est-à-dire, on rentre toujours il y a 20 ans, dans la règle des 3 U. Utile, on se rend compte que c'est utile, utilisable et utilisé. Donc, l'entreprise, il y a des nouveaux métiers qui vont sortir pour pouvoir, ce sont les métiers surtout de contrôle et de l'éthique. C'est-à-dire, on ne rejette pas tout, mais on n'assort pas tout. On prend son temps avec des cas d'usage de vérifier que, effectivement, c'est utilisable et utilisé, mais que les règles d'éthique que l'entreprise doit mettre en place sont respectées. Et moi, c'est ce que je conseille souvent. C'est-à-dire, c'est un tsunami qui arrive, on ne peut pas le refuser, mais la capacité de l'être humain à se sublimer va faire en sorte que on pourra facilement absorber ces règles algorithmiques-là. C'est quand on ne regarde pas, qu'on fait confiance en tout, qu'on est surpris. C'est ce que je peux répondre comme ça rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allô? J'entends plus. Ah mince, pardon, j'avais le micro coupé. Alors, je te laisse lire la question d'Olivier Tran, qui est très bonne, pardon, sur le rôle justement et l'impact de l'IA sur le développeur. Hein, je la lis pour les personnes qui l'ont pas forcément, mais l'IA est en mesure de développer complètement une application. Comment évoluent donc les rôles et compétences data avec l'IA? On pense au data engineer, data analyst, data scientist.
Effectivement, hier même, je lisais un article sur, comment dirais-je, Claude, le créateur de Claude, avec tout ce que l'IA Claude peut faire en termes de développement. Et il a dit que ça fait pratiquement 2 ou 3 mois qu'il ne développe plus. Ça pose problème, parce qu'il y a un an de cela, tous les développeurs disaient que, bon, eux, ils ne sont pas inquiets que l'intelligence artificielle ne va pas, comment dire, bouffer leur travail. Or, on se rend compte que ça va tellement vite. Et c'est toujours la même réponse, c'est-à-dire, ça va vite, mais ce ne sont que des algorithmes. Donc, il faut pousser la réflexion pour voir comment cet algorithme-là, une fois que l'application est codée, une fois qu'on a l'application en termes opérationnels, comment la mettre en œuvre. Et je pense que le rôle des développeurs est toujours important. Il faut qu'il se sublime, c'est-à-dire ça permet, on ne reste plus sur ses lauriers, on essaie de comprendre et voir maintenant comment appliquer cela en entreprise. Voilà. Pour moi, dans un premier temps, effectivement, il faudra prendre du recul pour voir comment ça se passe, puisque c'est vrai que le développeur à l'époque, qui était le geek, son pouvoir commence comment dirais-je, à s'étioler, mais il faut se sublimer. Et l'exemple que je donne, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années de cela, lorsque Microsoft avait sorti Access, la base de données Access, toute l'entreprise se disait, comment dirais-je, concepteur de base de données. Le directeur financier, marketing et autres, tout le monde faisait des bases de données. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était vraiment du cosmétique, ainsi de suite. Et ceux qui se sont approchés se sont rendus compte que le rôle du database était toujours prégnant. Je pense que ce sera la même chose avec ce qu'on fait. Mais il y a quand même des risques parce que ça va très, 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 très vite. Ce qu'on dit aujourd'hui, dans un mois, ce sera plus valable parce que l'IA va monter encore en compétence. Donc, il faut s'approcher. Oui, je trouve que c'est une très bonne réponse et les illustrations que tu donnes aussi sont évidemment pertinentes, hein, les analogies. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des invariants managériaux. Une stratégie, c'est une stratégie. L'innovation, c'est l'innovation. La gestion du changement, c'est la gestion du changement. Donc, je pense qu'effectivement, les entreprises qui réussissent aujourd'hui, en tout cas, c'est ma modeste expérience, c'est celles qui le mettent et qui l'encadrent par de la gouvernance, par les grandes pratiques managériales qu'on connaît depuis la nuit des temps. Donc en cela, il y a une question, une très bonne question aussi de Fabrice Durand, qui nous dit quels sont les principaux risques liés à l'intégration de l'IA au niveau du schéma directeur des systèmes d'information? Y a-t-il des risques? Bon, l'intégration de nouvelles technologies, il y a toujours des risques, mais on rentre toujours dans la conformité, c'est-à-dire de manière native. Il peut avoir des risques. Les premiers risques, c'est de faire en sorte que ces nouveaux outils n'échappent pas à tout ce qui est compliance control. Et à partir de là, maintenant, moi, je vois le risque peut-être majeur, mis à part tout ce qui concerne la cybersécurité, c'est le risque humain. C'est de faire en sorte qu'effectivement, il va montrer qu'il y a certaines tâches qui sont obsolètes. Quand on regarde actuellement ce que peut faire Copilote au niveau des tableurs, il y a beaucoup de risques. Mais c'est de prendre surtout les cas d'usage. Qu'est-ce que le commerce, le conseil d'administration se pose la question, qu'est-ce que ces nouveaux outils, ces nouvelles manières de faire peuvent apporter à la croissance de l'entreprise, à l'efficience? Et faire en sorte qu'avec les ressources humaines et autres, c'est de faire de grands programmes d'acculturation pour ne pas que ce risque est latent, effectivement. Si l'être humain ne bouge pas, il y a beaucoup de personnes et souvent des cols blancs qui seront balayés. Et c'est de faire en sorte que on ne refuse pas le progrès, ce n'est pas possible. Il faut le prendre et faire en sorte que comment l'entreprise peut se recomposer. Il y aura des nouveaux métiers. Et souvent, on dit les ingénieurs dans tout ce qui est, comment dirais-je, IA générative. Mais la base de tout, c'est la connaissance humaine. C'est-à-dire, le grand risque, moi je vois, c'est de voir des gens qui vont tous utiliser l'intelligence artificielle, mais qui n'auront pas l'expérience, comme tu le dis, des invariants de l'entreprise.
ils n'auront pas la stratégie, la mise en œuvre, le flair pour faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Et l'intelligence artificielle ne le permettra pas. Pour moi, le gros risque, c'est que tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Et je donne encore un exemple. Tout le monde utilise les voitures et ce n'est pas cette utilisation massive-là qui a fait diminuer les accidents. On se rend compte que les accidents, quelquefois, sont de plus en plus graves. Et ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle. Tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle, mais est-ce que l'essence, l'efficience de l'entreprise sera préservée? Pour moi, c'est le plus gros risque. Bien sûr, il y a le risque cyber, il y a tout ce qui est biais. Et il faut des nouvelles structures que l'entreprise doit mettre en place pour pouvoir contrôler tout cela. Mais on ne peut pas arrêter le progrès. Oui, alors, très bien, tu as bien répondu. Il ne faut pas aussi que l'IA, qu'on se focalise trop sur l'IA, parce que l'IA ne fait pas tout non plus. Hein. Je pense que tu l'as très bien expliqué. Mais c'est sûr que ça engendre aussi des risques induits qui sont nouveaux. Alors, il y a une question de Pascal Pallard, très intéressante aussi, qui dit au niveau de l'architecture, puisque c'est aussi une de tes spécialités, hein, au niveau de l'architecture des solutions, est-ce que tu travailles sur des recos particulières en termes de pattern IA? Bon, ça, il faut vraiment revoir les architectes du système d'information. Actuellement, je ne travaille pas là-dessus, mais j'ai des collaborateurs qui travaillent et c'est de voir comment l'architecture peut évoluer au niveau de tout ce qui est... Ce que je connais bien, c'est surtout tout ce qui concerne la sécurité, la cybersécurité. C'est de faire en sorte qu'il y ait une architecture qui va permettre de diminuer les biais au niveau de tout ce qui est sécurité, les fausses alertes, et ainsi de suite. Ça, c'est ce domaine-là qu'on investit actuellement. Et maintenant, c'est de voir si les entreprises, au niveau de tout ce qui est architecture, on puisse mettre en place des mini-LMN. C'est-à-dire chaque entreprise doit avoir quand même son chat GPT ou bien son Claude. C'est, je pense, ces réflexions-là qui peuvent être menées pour faire en sorte que lorsque l'entreprise aura une certaine maturité en termes d'intelligence artificielle du schéma directeur, puisse utiliser ses propres informations pour ne pas que ces informations-là aillent sur le cloud de ChatGPT, de Claude ou bien de Mistral. Voilà. En termes d'architecte, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers des mini LLM pour chaque entreprise, dès l'instant où elles ont quand même un volume d'informations assez conséquent. Oui, c'est clair. Alors effectivement, derrière, sur l'architecture globale, il y a un petit peu là où les GAFAM veulent nous emmener avec les gros LLM enfin, on peut parler même d'obèse, entre guillemets, qui fait que ça demande tellement de GPU qu'on est incapable de les faire tourner nous-mêmes. Mais effectivement, derrière la question, tu l'as très bien vu, il y a là aussi le dimensionnement des LLM, et on va voir que c'est au cas par cas, hein, chaque cas est particulier. On connaît la règle, hein, c'est-à-dire que le nombre de milliards de paramètres multiplié par 2, ça donne le nombre de gigas en RAM qu'il faut pour avoir des traitements de moins d'une seconde. Donc on voit bien qu'on va être sur du sur-mesure et que la solution un peu one size fits all des GAFAM n'est pas forcément la plus intéressante pour nous. Et dans la notion de pattern, il y a effectivement aussi, c'est toute la classification des motifs de données aussi, c'est la question sous-jacente. Hein. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des choix parce qu'en fonction des aptitudes du système d'information, on n'aura évidemment pas du tout les mêmes réponses. Et donc, tu l'as abordé sous l'angle de la sécurité. Je pense qu'il faut aussi l'aborder sous l'angle effectivement de l'architecture. Et ça me semble être justement une question de fond aujourd'hui dans la construction des schémas directeurs, hein, des systèmes d'information. Merci Pascal, au passage. Merci Pascal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre question qui vient de tomber, donc de Fabrice Durand, où vous avez également évoqué les processus et l'organisation, tu as parfaitement raison. Comment une organisation peut-elle intégrer des solutions d'IA dans ses processus métiers sans créer une dépendance excessive à ces solutions? Waouh! Bonne question. Ce sont les questions difficiles. Ah, mais en tout cas, il n'y a que des gens de qualité. Hein. Tu sais qu'on invite que des gens de qualité, ça se voit dans les questions. Ça, c'est l'inconvénient. Allez, à toi de répondre, ce sera peut-être la dernière.
C'est-à-dire qu'il faut revoir quand même tous les processus. C'est-à-dire on prend les processus cas par cas, on essaie de voir des cas d'usage, parce que, comme on le dit souvent, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut revoir les processus, surtout les processus métiers. Et en parallèle aussi, les processus de contrôle, c'est-à-dire tous les processus qui permettent le pilotage, il faut les revoir parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils sont beaucoup plus performants. Et maintenant, au niveau du terrain, des processus métiers, il faut les voir au cas par cas et prendre des cas d'usage. Moi, dans un premier temps, à brûle pour point, c'est ce que je peux dire. Et maintenant, on verra maintenant, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut automatiser. Moi, j'ai un cas particulier, hein, c'est-à-dire à l'époque, quand j'étais dans les groupes agro-industriels en Afrique, un des grands points de fraude, c'était sur les ponts bascules. Parce que tout se faisait par l'humain. Des milliers de tonnes de cacao et autres, et il y a des gens qui s'enrichissaient comme ce n'est pas possible. Lorsque on a automatisé les ponts bascules, où il n'y avait plus d'intervention humaine, l'entreprise a gagné plus d'argent. Les fraudeurs en ont gagné moins. Et ça, c'est des choses qui, il y a 30 ans, on n'en parle plus, mais c'est automatique. Et c'est ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est-à-dire faire en sorte que tous les processus qui n'ont pas été bien revus, où il y a des poches de fraude, où la fraude naît, avec une revue totale des processus et les outils d'automatisation, l'entreprise va faire en sorte qu'il y ait moins de fraude, plus de performance. Et après, maintenant, on verra. On verra maintenant quelle décision prendre. Si un processus qui a besoin d'intervention humaine de 4 personnes, on se rend compte qu'une seule personne peut le faire, c'est de voir avec les ressources humaines, avec même les salariés eux-mêmes, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire en plus. Donc, on se pose ces questions-là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Oui, oui, tout à fait. Et puis je pense que derrière la question aussi de Fabrice Durand, il y a aussi la souveraineté, aussi bien sur les données que sur les traitements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, soit on est pieds et poings liés dans les solutions des GAFAM, mais quelque part on externalise nos données et nos traitements, ou alors on prend la main et on le fait en interne, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui aussi de souveraineté. Et comme tu l'as dit, et je pense que c'est important parce qu'on l'évoque souvent, les LLM, c'est la première fois de toute l'histoire du numérique qu'on peut en changer tous les 4 matins. Donc, c'est pas tant l'outil lui-même qui est différenciateur que, et tu l'as très bien expliqué, que l'organisation, les processus d'un côté et les données de l'autre. Et aujourd'hui, il y a des solutions pour que tout ça reste chez soi et qu'on ne le partage pas forcément vis-à-vis de l'extérieur. On avait déjà une dépendance au SaaS, et ce que Fabrice Durand évoque, c'est qu'on va avoir une dépendance sans doute encore plus grande si on choisit des solutions effectivement externes. Et ça, c'est un véritable risque. Ouais, effectivement. Alors, il est l'heure. Je vais déjà te remercier chaudement. Je sais qu'en plus, tu es dans l'ex-capitale de la Côte d'Ivoire, à Bassam, qui fait très chaud, tu m'as dit, près de 35 degrés. C'est un peu inhabituel pour la petite saison des pluies là, qui arrive. En tout cas, j'espère que ça te rafraîchira un petit peu. Merci. Ça a vraiment été très intéressant. Donc, on va partager aussi évidemment le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Il y en a un certain nombre, on était presque 70 là actuellement, plus tous ceux évidemment qui sont en salle en conférence. Vous aurez dans les 24 heures le white paper. Et puis évidemment, Claude est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc un grand merci, pour votre attention et à très vite. Vous avez noté les prochaines dates. Merci beaucoup. Claude. Merci Christophe. Merci tout le monde.